qualité de l'image. Même notre camarade disait que c'était pas mal. C'est que des petites GoPro, hein, c'est pas... Non, c'est une qualité d'image qui est C'était les premières GoPro. Hein. Et surtout, la question c'était où est-ce qu'on positionnait la GoPro pour voir le corps. Donc là, on l'a positionné sur la porteuse pour voir la prise de main. Regardez, c'est incroyable. Des images qu'on ne regarde jamais. Hein. On voit le regard, le travail des mains, c'est impressionnant. Contact avec la porteuse. Pareil, la prise d'information visuelle est complétée en fait par une tactile dans l'intertemporalité. Est-ce qu'on doit se mettre un peu plus fort? C'est vraiment le pied qui est autonome, on voit dès la prise de pied. Bon, le film de Bianco, ça reprend, Il ne peut pas avoir un mouvement cyclique, donc c'est vraiment des pieds qu'on peut appeler conscients, au sens où c'est... Regardez le travail des pieds, incroyable. Il va se bloquer. On peut voir l'ordre, très précis. Le ralentissement est du fait de la caméra ou non, de votre... c'est la ralentissez. On a ralenti parce qu'en fait, on a visionné tous les films et on a sélectionné les séquences qui nous intéressaient. Ouais, ça a été un problème. Il y a 350 films hein, au départ. Ben oui, il faut les monter. Voilà, même travail conscient sur les pieds, sur la force. Ici, on va rechercher cet ultime contact en équilibre, c'est le pied qui va sentir. Et c'est diffusé sur Internet, ce film-là, ou c'est juste pour un petit travail? Non, c'est sur un DVD qui est dans le livre. D'accord. Non. Ben vous le rappellerez éventuellement le moment où vous évoquerez votre livre. La grille est dans le livre. Il faut acheter le livre. Francis, tu avais prévu le livre? Pardon? Le livre pour les dédicaces, ça ici. On va légèrement décaler mon voile, ajustement. Et à ce moment-là, quand on est sûr, on peut s'appuyer dessus. Tant qu'on n'a pas ça, voilà, on cherche. Là, on peut pousser. Ici, le mouvement est parfaitement conscient, intentionnel. Il fait une rotation de la tête pour accentuer le mouvement et accompagner finalement la rotation. On le voit qu'il prépare, il anticipe et il le fait presque à la perfection. Il va au bout de la rotation de la tête. Ça fait un peu penser image spatiale quand on est en apesanteur. Le corps, il est fixe et c'est le décor qui se déplace. Ici, la mise en mouvement engage la totalité du corps, donc c'est un mouvement très conscient et qui manifeste la force finalement du corps. On voit la coordination entre le bras, le bassin, les jambes. Ça, c'est la recherche. La GoPro, elle est sur la recherche. Elle est juste en bas. Là, vous voyez les mains quand il soulève la main quand il passe au sol. Ici, les mains sont quasiment conscientes, puisque le regard. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais pas interrompre les images introductives, mais je crois que vous les avez déjà vues. N'hésitez pas, il reste de la place là, et là, et là. Au nom de la Maison de la Culture, je voulais redire à quel point on était contents d'accueillir ce partenariat avec Cité Philo et cette conférence de Bernard Andrieux qui fait un écho très fort avec le spectacle Révolte, une tentative de l'échec de Joanne Langlais et de la compagnie des filles du Renard Pâle qui a lieu dans la grande salle juste après. Autour de cette thématique-là du corps circassien, le corps individuel, le corps collectif aussi, que les circassiennes et les musiciennes déploient entre elles comme instrument de résistance à des agrès
qu'elles ont inventé et qui se déploient de manière toujours plus machiavélique comme représentation un peu d'un monde hostile contre lequel il faut lutter à toute force, ça faisait d'autant plus sens d'accueillir ce partenariat fertile et d'avoir ce contrepoint philosophique pour lequel nous vous remercions. Pour les personnes qui n'ont pas leur place pour le spectacle, sachez qu'il en reste quelques-unes et ce serait vraiment très très triste pour vous que vous en priviez. Je vous laisse la parole, Céline, pour présenter. Merci encore. Merci Franchement Docteur, merci à la Maison de la Culture de nous accueillir. Donc, bienvenue à toutes et à tous au 28e Semaine européenne de philosophie et au Festival Cité Philo, qui donc cette année est sur ces corps que nous sommes. Donc Amiens, ville de cirque, et ça me tenait particulièrement à cœur que Bernard Andrieux accepte, et il a accepté, je le remercie chaleureusement. Alors Bernard, professeur, philosophe du sport, professeur à l'Université Paris-Descartes, vous avez publié de très nombreux livres, alors, la trilogie Émersiologie, Au contact du vivant, La langue du corps vivant, Sentir son corps vivant. Dernièrement, les dessins de conscience, donc je crois dont on va parler, dont vous allez nous parler ce soir, une théorie du corps circassien. Et puis alors, vous publiez des travaux d'histoire des pratiques corporelles sur des sujets aussi passionnants, enfin il faut regarder, c'est vraiment aussi passionnant que variés, tels que le bronzage, le toucher, le vivant, les prématurés, le plein air, l'immersion, le vertige circassien, l'hybridation ou les cultes du corps. Vous faites de la philosophie du sport et avez établi une écologie corporelle. Vous avez développé une émersiologie du corps vécu et vous défendez la thèse selon laquelle le corps possède une vie qui lui est propre, autonome, en dessous des seuils de conscience. L'émersiologie, et vous me corrigerez si... consiste pour la conscience à recevoir ce qui provient de ce corps vivant d'une manière ascendante, plutôt que de chercher à habiter classiquement son corps dans une approche descendante. Et donc, en 2023, vous avez publié Les dessins de conscience, une théorie du corps circassien, livre dans lequel vous vous questionnez sur le vécu du corps, sur les informations que nous donnent nos sensations internes, avec une idée selon laquelle les dessins de conscience rendent visible la part cachée des apprentissages. Donc, les circassiens sont experts dans la performance de leur corps, mais aussi dans la connaissance corporelle. En dessinant leur corps en action, une nouvelle conscience des émotions, douleurs et techniques se révèle à chacune et à chacun. Donc, nous allons vous écouter sur apprendre de son corps, sur des dessins de conscience des circassiens, apprendre de son corps. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à Céline d'avoir pensé à moi. D'une part parce que Cité Philo c'est important pour nous, hein. En tant que philosophe c'est un événement important. Peut-être le micro, j'ai peur qu'au fond, franchement, voilà. Il faille forcer Et donc la thèse que je vais vous présenter, c'est que en fait, comme je vous l'ai montré un peu dans le film qui dure 2h30 et que nous passerons cette nuit entre 23h et 3h du matin, je plaisante, qui est constitué donc de 350 films en GoPro que nous avons installés sur le corps des circassiens ou sur leurs instruments au CNAC. J'ai travaillé pendant 10 ans au CNAC, où j'étais formateur. Et en fait, pour avoir accès à ce DVD, il faut acheter le livre « Apprendre de son corps », que vous trouverez facilement, qui a été aussi traduit en anglais, et que vous trouverez facilement. Et c'est un DVD de 2h30 qui est construit justement sur l'évolution des mouvements corporels, des mouvements inconscients jusqu'aux mouvements conscients. La thèse que je défends avec mes doctorants et mes collègues, c'est qu'en fait on doit apprendre des choses de son corps. C'est-à-dire qu'il faut renverser, c'est le renversement copernicien, il faut, au lieu de vouloir dominer son corps, de le maîtriser, il faut apprendre des choses de son corps parce que notre corps nous fournit plein d'informations auxquelles nous ne prêtons pas attention. Parce que nous survalorisons la conscience, la maîtrise de soi, la représentation, etc. Mais dès que nous sommes malades, dès que nous avons de la douleur, dès que nous éprouvons de la joie, etc., notre corps nous envoie des signes. Et ces signes, finalement, nous passons à côté
parce que nous n'avons pas d'éducation corporelle. Nous n'avons pas d'éducation corporelle, nous avons une éducation cognitive, une éducation de l'esprit, mais finalement, on ne travaille pas du tout la question de l'éducation corporelle. Et donc, mon travail s'est fait en 2 temps, que je vais avancer très vite pour vous montrer le premier temps. Donc, au CNAC, on a travaillé donc, pendant 10 ans, de 2016 jusqu'à 2023, même je crois que j'ai commencé un petit peu avant. Et en fait, je voulais montrer un peu dans le film. Moi, je suis philosophe, j'ai fait ma thèse avec Dominique Lecourt, donc historien des sciences, sur les neurosciences, justement. Et en fait, on m'avait appris que finalement, la phénoménologie, la conscience de soi, ça suffisait grandement pour connaître son corps. Qu'il suffisait d'étudier le contenu de conscience pour savoir qu'est-ce qui se passait dans notre corps. Et en fait, un soir, donc, au CNAC, je fais cette vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure avec Jonathan. Et dans cette vidéo, vous voyez, Jonathan, il fait ce geste-là. Pendant que son compagnon est en train de lui retomber dessus, puisqu'il vient de faire un double saut périlleux, il va retomber sur ses pieds. Et je montre la vidéo à Jonathan, et je lui dis, tu vois quelque chose dans cette vidéo? Bah non, je vois rien. J'ai dit, t'es sûr que tu vois rien? Bah non, là je vois bien que Jonathan va arriver, tout ça. J'ai dit, mais tu vois pas que tu es en train de faire ça? Ah non, oui, je suis en train de faire ça. Et donc là, je me suis dit, attends, ce mec-là fait des vidéos depuis 5 ans, il filme sans cesse sa performance et il ne voit même pas ce que fait son propre corps. C'est-à-dire qu'en fait, il a une analyse que technique de son corps. Il ne voit pas du tout, notamment ici, c'est ce qu'on appelle un réflexe, c'est-à-dire quelque chose qui se situe entre 0,40 et 80 millisecondes. Donc c'est un mouvement réflexe. Et même il me dit après, Bernard, ça serait bien si tu pouvais me l'enlever. Parce que c'est un geste parasite. Et je ne voudrais pas que ça se voit. Et j'ai dit, ça va être dur. Ça va être dur parce que tu vois, pour enlever un réflexe, ça va être très dur. Et ce réflexe, en fait, vient de la peur que Louis Spiegel lui tombe dessus. Et donc, quelque chose, 2 ans après, je suis allé retourner avec eux et ils faisaient toujours le geste. Un peu atténué. C'est-à-dire que la conscience des réflexes ne fait pas disparaître forcément le réflexe. Ce qui veut donc dire que le corps vivant produit des gestes involontaires dont le sujet n'est pas forcément conscient et qui sont pourtant essentiels pour l'économie de la performance. En l'occurrence, ici, s'il n'a pas ça, il n'y a pas d'investissement émotionnel, il n'est pas super gainé, il n'est pas super prêt à recevoir Louis Spiegel. Voilà. Donc les émotions, c'est absolument essentiel pour lui, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et donc cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis dit, mon pauvre Bernard, qu'est-ce qu'on t'a appris pendant 15 ans? Tu es passé à côté de quelque chose d'important, il faut que tu te remettes en cause. Et là, j'ai balayé toute ma porte, là, et j'ai dit, bon, terminer la phénoménologie, on va reprendre les choses à zéro, et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, on a découvert, et tout le film est structuré comme ça. C'est-à-dire tout le film est structuré du mouvement inconscient jusqu'au mouvement conscient. Donc 350 films, sélectionner les séquences qui vont bien, etc. Vous avez vu par exemple quand elle regarde entre les jambes, si vous ne mettez pas la caméra là, vous ne le voyez pas. Et elle est même incapable de vous le dire. C'est en lui montrant après qu'elle me dit oui, en fait je le fais. Donc c'est l'autoconfrontation qui révèle ça. Donc on a découvert qu'en fait il y a des gestes inconscients qui, comme le disait Merleau-Ponty, reposent sur le sens immanent du schéma corporel, c'est-à-dire le schéma corporel il s'adapte. Il prend de l'avance sur notre conscience parce qu'il doit répondre à une situation d'urgence. Il va déclencher un réflexe, il va déclencher un ajustement. Et ça c'est très important, parce que sans ça, bien évidemment, moi je m'amuse, tout à l'heure j'ai fait peur à Céline, traversant la rue.
moi je demande à mon cerveau, est-ce que j'ai le temps de traverser? Et mon cerveau, il est capable de me le dire. Lui, mon cerveau, il va plus vite que ma conscience. Il me dit, c'est bon, tu peux y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui, il calcule. Hein, toute la neuroscience montre que le cerveau calcule. Il anticipe, il perçoit. Il a des scénarios. Hein, et donc, bien évidemment, il prend des décisions. Il prend des décisions, disait Berthoz, motrices. Hein, il prend des décisions. Donc, on a utilisé ces GoPros pour montrer ces décisions, pour les amis à des endroits inédits. Parce que quand vous voyez un circassien en train de se filmer, c'est quasiment caricatural. Hein, c'est-à-dire qu'on met la caméra, est-ce que je chope bien le mouvement? Voilà. Donc moi j'ai pris la GoPro, je l'ai mis dans des endroits improbables. Hein, sur la roussire, sur le corps du partenaire, en contre-plongée, sur la barre, etc., etc. Et là, ça donne des images, vous avez vu, exceptionnelles, que vous ne le verrez jamais. Hein, et que même les circassiens ne voient pas. Hein, parce que, évidemment, pour voir ça, il faut passer des heures à analyser les images. Donc, premièrement, les mouvements inconscients, involontaires, qui sont produits par le cerveau, par le corps vivant, qui sont en dessous du seuil de conscience. Je rappelle que le seuil de conscience, c'est 350-380 millisecondes. Hein, c'est-à-dire le cerveau est actif 350 millisecondes avant que la conscience en ait conscience. Hein, c'est-à-dire, pour le dire autrement, notre conscience, c'est mon côté bouddhiste, est en retard sur son corps. Et heureusement. Hein, c'est-à-dire que notre conscience est en retard, c'est-à-dire notre corps a déjà pris des décisions avant même, voilà, que notre conscience en soit informée. Toutes les neurosciences l'établissent. Peut-être que je parlerai de ça au mois de mai si on est d'accord. Deuxième problème, deuxième niveau, les automatismes. Toute la culture, je renvoie à Marcel Mauss, 1934. Le texte de Marcel Mauss qui est gratuit en ligne, je vous le recommande, pour Noël. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin de le commander au Père Noël. C'est gratuit. J'ai dit aux étudiants, il faut le lire. C'est les techniques du corps. Que fait Marcel Mauss? Il va dans toutes les cultures possibles et imaginables et il montre comment les techniques ont été incorporées. Comment on constitue des habitudes. Comment on constitue des automatismes. Les automatismes, hein, j'étais fasciné tout à l'heure. Céline arrive à ouvrir une porte sans même réfléchir. C'est hallucinant. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle sait le faire. Elle a appris à le faire. Elle l'a fait des milliers de fois. Conclusion, on n'a plus besoin de réfléchir. Et donc, c'est ce qu'on appelle un savoir spontané. Hein, entre guillemets spontané, mais qui en réalité repose, hein, tu me disais tout à l'heure, hein, que quand tu étais aux États-Unis, hein, ou quand nos judokas vont au Japon, ils se font battre par les Japonais. Parce que les techniques du corps du Japon sont complètement différentes des techniques du corps françaises. Hein, et que donc, tout ça, c'est quoi? C'est des apprentissages, c'est des heures d'incorporation des techniques. Et donc, non seulement vous avez l'inconscient du corps vivant, mais vous avez aussi les apprentissages, les habitus, disait Marcel Mauss, avant Pierre Bourdieu, hein, je rappelle, et même Aristote avant, hein, Aristote, Marcel Mauss, Bourdieu, hein, les habitus. Donc, on se constitue des habitudes et on est capable, hein, de pouvoir, voilà. Donc déjà, vous avez deux niveaux inconscients. Dans l'activité du corps de tous les jours, vous avez deux niveaux inconscients. C'est-à-dire un inconscient vital, adaptatif, écologique, en situation, un inconscient culturel, d'apprentissage, hein, genré, enfin, etc., tout ce que vous voulez. Et puis, vous avez enfin le geste conscient. Et là, je peux vous dire que le geste conscient, hein, sur un geste de 3 secondes, c'est une demi-seconde. Hein, c'est-à-dire que le circassien, il fait confiance à son corps. Par exemple, hein, quand elle est en l'air sur son trapèze, j'ai dit, mais tu as une représentation mentale là, de ce que tu vas faire, tout ça, mais oh, le corps va revenir. Une confiance due à l'exercice, hein, dans leur corps. Hein. Et donc, elle, par contre, elle se concentre, vous l'avez vu sur la vidéo, elle se concentre sur un seul problème, qui est la saisie de la main de sa partenaire. Parce que si elle rate la main, elle tombe. Hein. Donc elle va focuser, hein, elle va focaliser, hein, sa conscience sur ce moment-là, qui est un micro-instant. Le reste, c'est de l'automatique.
Le reste, c'est de l'ajustement. Le reste, c'est le corps. Hein, voilà. Et donc, ce temps de la conscience fait que, pour reprendre une méthodologie chère à Daniel Arras, c'est le détail. Ce qui va compter, c'est le détail. C'est-à-dire, ce détail, c'est quoi? C'est le placement, c'est le moment, c'est le rythme, c'est la prise. Et c'est ça qu'on a essayé de retenir dans la vidéo. Choper le moment, par exemple, où Jonathan, et je peux vous dire que j'ai raté combien de photos. Je peux vous dire que je suis un très mauvais photographe. C'est-à-dire, j'ai un appareil un peu pourri. Mais j'ai raté le nombre de photos où il va lâcher la main de son partenaire. Il est en l'air, il est en train de faire ça, de main, et puis il va faire ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quand est-ce qu'il fait ça? Quelles sont les informations qu'il a dans son corps qui lui permettent d'être certain que Luis Miguel ne va pas tomber? Quel est le seuil de la décision consciente? Est-ce que c'est quoi ces informations? Eh bien, je peux vous dire que là, on a eu 3 heures de discussion. Ces gens-là, comme tous les gens qui utilisent leur corps, ils ont une expertise. Je discute avec mon boucher tous les jours. Cette personne a une expertise. Les gens du CNAM travaillent sur les conducteurs TGV. Ils leur ont appris à ne pas appuyer sur la pédale, à économiser l'électricité. Pourquoi? Parce qu'ils ont analysé le comportement du conducteur, de son corps face à la machine. Voilà. Tout ça, toutes ces personnes qui utilisent leur corps pour la caissière, n'importe qui, etc., ils ont une expertise colossale. Qui s'intéresse à ça? Personne. Les conditions du corps au travail. C'est un chantier énorme. Personne ne s'y intéresse. Alors, un peu pour l'ergonomie, on vient d'acheter un vélo bureau au labo, donc je vais pouvoir m'asseoir et pédaler en même temps que je taperai sur mon ordinateur. Voilà, bon, ok. Mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est d'arriver à préciser ce moment. Donc on a documenté ça pendant 3 ans, on a passé 1 an à faire le film, je te rassure, à couper les séquences. Si on essaie maintenant, ça va? Ce que je raconte? Vous comprenez? Bon, question? Le problème de fond, c'est quoi? Le problème de fond, c'est quoi? C'est que Norbert Elias, Pierre Bourdieu, de nos amis sociologues nous ont dit il n'y a pas de problème, la société est fondée sur le contrôle du corps. Il n'y aura plus de violence. C'est remarqué, une société où il n'y a plus de violence. Les gens ne s'agressent plus. Il va y avoir une pacification de la société. Michel Foucault nous disait il n'y a pas de problème, on fait disparaître la peine de mort et ça va régler le problème. Voilà. Bon, mais pas vraiment. Pourquoi? Parce que le corps vivant, il est toujours là. Le corps vivant avec ses pulsions, avec ses émotions, avec sa situation, avec la manière dont il a été construit par la culture, les violences subies par les gens. Je pas à peine de vous rappeler les incestes, les viols, les crimes, les tortures. Regardez ce qui se passait en Syrie. Je lis les témoignages de torture dans les prisons syriennes, ça calme. Voilà, de quoi on était capable de traiter des êtres humains dans ces prisons. Donc, l'inconscient est là, le mouvement du corps vivant est là, le cerveau est là, et il va pousser. Donc, vous voyez, le problème, contrairement à ce qu'on nous a raconté, c'est qu'en réalité, il y a un conflit, une dialectique entre, d'une part, ce qui nous pousse à agir, ce qui est le fonctionnement même de notre organisme vivant, et le contrôle qu'on va en avoir par la culture, les règles, la civilité, etc. Et donc on est sur un système et là, dans la pratique, on le voit très très bien. On voit très très bien que les circassiens, comme tous les gens qui utilisent leur corps, ils savent utiliser le corps vivant. Voilà, ils vont même le conditionner, l'entraîner, etc. Pour pouvoir libérer la conscience. Libérer le moment où ils vont prendre une décision consciente. Le reste, c'est de l'automatisme. Plus ou moins. Parce que s'il y a trop d'automatisme, c'est l'accident.
Ça va jusque-là? Je monte là-bas un peu plus. Donc, ce qu'on a essayé de développer, alors on a appelé ça l'immersiologie, hein, je vous rassure, c'était pour inventer un beau salon, mais immersion, ça vient de Jules Verne. Il faut quand même que je le dise, hein. Je suis à Amiens, je lisais Jules Verne quand j'étais petit, hein, et notamment L'île mystérieuse, hein, tome 1. Donc, immersion, hein, c'est un terme qu'utilise Jules Verne pour expliquer l'apparition de l'île, hein, qui va émerger de la Terre, hein, de manière involontaire, imprévue, imprévisible. Hein, c'est ça l'immersion. Et comme l'a dit excellemment Céline dans son introduction, nous travaillons sur le problème de l'ascension de l'information dans la conscience. Hein, ce qu'on appelle bottom-up, hein, en anglais. Voilà. Et nous sommes absolument opposés, hein, à l'autre méthode, à savoir qu'il faudrait descendre dans ça. Remontera-t-il à la surface de la claire conscience, hein, ce souvenir ancien, hein, que l'attraction d'un instant identique, hein, Marcel Proust, hein, le morceau de Madeleine. Eh bien, ça ne marche pas. La conscience ne parvient pas à attraper le souvenir. Voilà ce que dit Marcel Proust. Hein. Le goût de la Madeleine va remonter tout seul. La sensation va remonter. Vous voyez, je n'ai rien inventé. Hein. Que tout le monde dit, ouais Bernard, ton travail c'est génial, c'est vachement original. Pas du tout. Pas du tout, c'est déjà dans Marcel Proust. Hein, c'est déjà dans William James. Hein, c'est déjà dans plein de... Voilà. Hein. Donc, on ne fait que poursuivre cette réflexion. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que d'un côté, on a le corps vivant. Hein. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle le corps vécu. Alors, je vous rappelle que quand je faisais des conférences avant le Covid, il y avait quelqu'un dans la salle qui se levait et qui me disait « On ne comprend pas ce que c'est que le corps vivant. » Depuis le Covid, tout le monde a compris ce que c'est que le corps vivant. Hein, dans ma génération, ça s'appelait le sida. Hein, parce que nous, on a pris le sida en pleine tête. Hein, tous nos amis sont morts. Hein, donc, on savait ce que c'était que le virus. Nous, on sait ce que c'est le corps vivant. Hein, donc, le corps vivant, ça existe. Voilà, ça existe. Il y a des mutations tous les jours. Il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des contagions, il y a des contaminations, il y a des mutations. Voilà. On a l'impression que le corps vécu va dominer tout. Non, non, il ne domine pas tout. Hein, il y a des espèces qui meurent, il y a des espèces qui naissent tous les jours. Hein, donc, il faut bien dire, il y a le corps vivant, il y a le corps vécu, c'est-à-dire la conscience que j'ai de ce corps vivant. Déjà, vous voyez, hein, c'est une perception, c'est un filtre. Hein, au Japon, on n'a pas la même conscience. Et quand j'ai fait ma conférence au Japon, les amis japonais m'ont dit, bon, Bernard, on t'arrête là, parce que, est-ce que quand tu parles du corps vivant, tu veux utiliser quel mot? Parce que nous, en japonais, on a 15 sens du mot vivant. Bon, alors là, j'ai dit, ok, on va prendre un stylo, on va essayer de comprendre. Voilà, parce qu'au Japon, quand on parle du vivant, si on parle du vivant de la plante, c'est pas pareil que le vivant de l'animal. Hein, ou si on parle du vivant, voilà. Donc, nous, on dit corps vivant, mais en réalité, c'est extrêmement complexe. Et puis, il y a le corps décrit, la manière dont... Vous avez vu, je fais des entretiens. Voilà. Donc, je discute avec les gens. Je dis, raconte-moi, qu'est-ce que tu vois? Comment tu décris ton corps? Quelle est la théorie que tu fais de ton corps? Parce qu'un des grands problèmes que nous avons, c'est que nous n'avons pas accès au corps vivant. Alors, bien sûr, j'ai ma montre connectée, mon téléphone dit aujourd'hui tu as une fréquence cardiaque de 75, machin, etc. Bon. Mais je n'ai pas accès à mon corps vivant en live. Hein? Mon corps vivant, c'est la boîte noire. Hein? Donc, je fais des radios, je fais des scanners, je fais des machins, etc. Mais finalement, il m'envoie des informations. Voilà. Et ces informations me permettent de construire une théorie. C'est-à-dire, je me fais, hein, je vais vous montrer les théories à travers les dessins. C'est pour ça qu'on leur fait faire des dessins. Parce que si vous demandez à un enfant de faire un dessin de son corps, il va vous faire un dessin. Mais ce dessin, ce n'est pas la réalité. C'est comment lui, il comprend son corps, la représentation qu'il en a, l'image qu'il s'en fait. Et que donc, il y a des écarts, vous voyez, il y a des écarts hein, entre les trois niveaux. Alors ça, j'ai-t-il des trois corps pour Noël, hein, vous pouvez acheter la théorie des trois corps, hein, ça fait 9 tomes. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, pour le moment on dira que c'est 3 niveaux du corps. Voilà. Bon.
En réalité, il y a un seul corps. Hein, nous sommes comme me disait Dominique Lecourt, il dit Bernard, il faut que tu arrêtes de dire que tu es un matérialiste, moniste. Si tu es matérialiste, tu es forcément moniste. Hein, donc tu arrêtes de mettre, parce que j'avais fait le numéro de la revue philosophique de France et de l'étranger, je n'ose vous dire la date, au siècle dernier, et j'avais intitulé mon article « Un monisme matérialiste ». Et là, Dominique m'appelle et me dit oh, « Bernard, faut arrêter. Hein, les matérialistes pensent qu'il n'y a que le vivant, il n'y a que le corps, et que tout est construit à partir de là. Donc là, tu es en train de me faire des différences de degrés, mais c'est la même réalité. Hein. Alors je passe sur ça parce que là, c'est très compliqué. Je passe sur ça. Non, c'est pas mal, oui. Alors, du coup, la question, c'est quel est l'accès que nous avons à ça? Hein, comment est-ce qu'on pourra accéder à ça? Donc, dans une certaine mesure, très souvent, on part de la conscience. La phénoménologie, la psychanalyse. Hein, moi, j'ai fait 2 psychanalyses avec 2 psychanalystes différents. Et je peux vous dire que je me suis retrouvé avec 2 inconscients différents. Hein, un freudien, un lacanien, et vous ressortez avec 2 inconscients différents. Hein, pourquoi? Parce que, bien évidemment, le récit conscient que vous faites de votre inconscient, voilà, ça dépend de... Voilà. Donc j'hésite à faire une 3e avec un Jungien, pour voir ce que ça donne. Je plaisante, mais vous voyez bien qu'on est bien là sur un problème de connaissance consciente, qui n'a rien à voir avec la réalité de l'écologie, de ce qui se passe vraiment dans notre corps, de l'écologie du milieu, qui n'a rien à voir avec l'involontaire, qui n'a rien à voir avec les milieux que nous traversons. Voilà. Et donc, le problème que nous avons, c'est que en nous ressentons une très forte vivacité de notre organisme. Que ce soit les règles, que ce soit les émotions, que ce soit les érections, que ce soit les larmes, que ce soit la colère, que ce soit la force, l'énergie, etc. Et que ça, c'est ce qui nous permet d'être vifs. D'être vif, de réagir de manière vive, d'être vivant. Voilà. Mais c'est aussi ce qui peut nous mettre à vif. D'où notre intérêt sur la maladie, la contagion, ce que nous partageons avec Céline, grande historienne de la médecine, c'est que précisément nous nous intéressons aux états pathologiques, aux hallucinations, aux maladies, à la contagion. Etc. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, si je suis au contact du vivant, je vais ressentir des mutations de mon corps. Est-ce que j'ai de la fièvre? Avant-hier, le nez commençait à couler à 2 h du matin. Donc là, je me suis dit, Bernard, attention, c'est un signe. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis allé chercher le Doliprane. Et crac, voilà. Je l'ai arrêté tout de suite, parce que je sais que si je n'interviens pas, voilà. Est-ce que je devais le laisser tomber malade, avoir une fièvre, ne pas pouvoir venir à Amiens faire la conférence, etc. Bon, là, Céline envoie des SMS. Je plaisante. Donc, il s'agit de rester au contact du vivant. Mais comment rester au contact du vivant? Et là, vous avez des gens dans la philosophie. Je vous incite quand même pour Noël à acheter quelques livres de philosophie. Schopenhauer, par exemple. Sarah Kaufmann, Gilles Deleuze, Guattari, Artaud, Michel Serres, Raquel Carson. Qui n'a pas lu Raquel Carson? Voilà, il faut lire Raquel Carson. En 1950, Raquel Carson qui va mourir du DTT. Je rappelle que Raquel Carson va mourir de la pollution du DTT qu'elle va subir. Donc achetez le livre de Raquel Carson qui raconte son contact avec la nature. Et c'est extrêmement chiant à lire. Je peux vous dire que quand vous êtes habitué à lire un roman, vous voyez que Raquel Carson, elle passe 2 pages à raconter le mouvement de l'oiseau dans le buisson. Là, vous dites, ouais, c'est super exaltant, c'est vachement intéressant. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de raconter ce qui se passe dans la nature. Elle fait de l'observation du corps à corps avec la nature.
Elle prend le temps, elle n'a pas un SMS à envoyer. Hein, elle regarde comment ça fonctionne, les effets sur elle. Hein. Donc vous voyez, hein, je reprends mon schéma de tout à l'heure. Le problème, c'est la discontinuité entre le vivant et le vécu, les filtres, la culture, hein, la perception, hein, le langage, hein, etc. Et donc, bien évidemment, parce que je ne comprenais pas pourquoi les phénoménologues, hein, comme Nathalie Deprat et tout ça, par exemple, ils n'invitent pas un colloque sur Varela. Ben, je comprends, parce que moi je ne cherche pas à descendre du vécu dans le vivant. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est le vivant qui arrive dans le vécu. Parce que, en fait, je ne comprenais pas pourquoi on ne m'invitait jamais, à part Céline, hein, qui m'invite. Et je veux dire, parce que ce qui domine en Occident, c'est quoi? C'est que la conscience va nous permettre de tout connaître. Voilà. Les sciences cognitives, la cognition. Voilà. Mais, bien sûr que ça nous fait connaître des choses, mais ça nous fait passer aussi à côté de beaucoup de choses. Et alors, quand je faisais de la recherche, parce que tu vois, j'ai quand même fait de la recherche, tu vois, aussi, parce que bon, je sais que tu as l'éducation des compétences philosophiques, mais j'ai trouvé dans les archives d'Herbert Feigl. Herbert Feigl, c'est un philosophe hein, du cercle de Vienne, c'est le premier qui a été émigré aux États-Unis, hein, qui a accueilli Rudolf Carnap, etc. Donc j'ai publié hein, son texte. Herbert Feigl avait inventé une machine en 1956, c'est un dessin qu'il appelle l'autocérébroscopie. Et en fait, quand j'ai fait le film avec les GoPro, j'avais toujours dans la tête hein, le modèle de Feigl. Qu'est-ce que c'est ce modèle? C'est quelqu'un qui a ouvert son cerveau, qui a son petit cahier, et il est en train de s'auto-filmer. Hein, il filme ses propres rayons neuronaux pendant qu'il est en train d'agir. Excusez-moi, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences in vivo. Et ça, il a inventé en 1956. C'est-à-dire que ce que veut nous dire Herbert Feigl en tant que physicaliste, matérialiste, c'est quoi? C'est il faut observer de manière réflexive, en comparant les données du corps vivant avec la perception du corps vécu. Et la GoPro nous le permet aujourd'hui, les montres connectées, les data, les IRM, les échographies, hein, tout ce que vous voulez, hein, tout ça. Voilà. Mais ça ne suffit pas de faire tout ça, il faut le comparer avec la perception que vous en avez. Ah, il faut faire le lien hein, entre les deux. Alors maintenant, la partie la plus amusante de mon... Parce que là, je vois que vous dites, putain, c'est super chiant, on comprend rien. Donc, je vais vous montrer les dessins de conscience. Les dessins de conscience. Donc, une fois que j'ai fait tous les films en GoPro, je me suis dit, c'est bien, il y en a, mais c'est pas suffisant. Parce que c'est encore un point de vue, en troisième personne, Bernard. Tu as placé la caméra, tu as montré le corps du circassien, tu montres le corps d'un circassien, mais tu ne sais pas ce que pense le circassien. Tu n'as pas sa perception. Tu n'as pas la théorie qu'il élabore de son corps. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais des cours, et je faisais un cours de 2 heures, par exemple, sur la théorie des émotions, et à la fin, je prends 1 heure, je leur donne une feuille blanche, des crayons, et je leur dis, voilà, vous faites un dessin d'un exercice, d'une situation émotionnelle, d'une cartographie de vos douleurs, libre, pas de modèle, pas de silhouette à remplir, vous avez une boîte de couleurs, etc. Voilà. Et là, je peux vous dire, c'est la drogue dure. Hein, je veux dire, le livre, là, hein, vous pouvez le faire passer peut-être, vous pouvez le voir. Dépêchez-vous de l'acheter parce qu'il y en a beaucoup trop. Il va être épuisé, il coûte 20 €. Hein, vous allez y arriver. Oui. Là, vous avez des dessins en couleur, il fallait se battre avec l'éditeur hein, pour les avoir en couleur. Hein. Merci aux presses universitaires de Reims et au CNAC hein, qui nous a aidés à financer le bouquin. Vous avez là un dessin que j'ai choisi pour la couverture, qui est un dessin qui était réalisé par Mats, qui était un circassien australien, et qui a fait un dessin, vous voyez, sur les douleurs qu'il ressent dans son corps en permanence. C'est-à-dire, quand vous voyez un circassien en train de faire du cirque, hein, ou un athlète, vous ne voyez pas ses douleurs. Vous voyez ce que je veux dire? À part s'il a 3 bandages, etc., etc.
Mais en réalité, lui, il a fait une échelle esthésiologique. Vous ne la voyez pas très bien, mais l'échelle, ça va de parfois jusqu'à c'est la merde. Hein, le noir, hein, la phrase qu'il avait choisie, c'est la merde. Quand c'est la merde, c'est en noir, c'est-à-dire que c'est une douleur chronique permanente, comme celle que j'ai dans mon genou, suite à mon accident. Eh bien, c'est une douleur chronique permanente. On ne pourra pas l'enlever. On peut l'atténuer, on peut, etc. Bon. Donc ça veut dire que comme disait Hitler, pour avoir accès aux sensations internes, il faut donner aux gens la possibilité de les montrer, de les exprimer. Et que le dessin a toujours été, depuis toujours, on fait un colloque le 13 et 14 février sur ça, j'ai fait, parce que, qu'est-ce que c'est que la recherche? Je commence à faire des dessins, et après je me dis, ouais putain Bernard, t'es vraiment un génie quoi, génial. Voilà. Et là, mes doctorants me disent, bon Bernard, t'as regardé un peu sur internet Et là, gros coup de gueule quoi. C'est qu'en fait, depuis 1956, Palmer a inventé un système qui consiste à dessiner aux patients leur propre douleur et à les faire parler sur la douleur. Et donc, évidemment, ça existe depuis longtemps. Moi qui pensais que j'étais un génie, évidemment, je ne fais que poursuivre un travail. La différence, c'est que moi, je ne donne pas de silhouette à remplir. Je dis aux gens, voilà. Et ça, c'est fondamental. Parce que, bien, vous allez voir des images extraordinaires de comment les circassiens se représentent leur corps. Et j'ai discuté avec Marie Goscinci, ma collègue, qui est maintenant ma collègue, qui était ma doctorante, qui est maintenant à Strasbourg. Elle m'a dit qu'elle a fait cet après-midi des dessins avec des masters qui sont des infirmières. Et là, elle a des dessins hallucinants sur la manière dont les infirmières sont agressées, par exemple, dans la journée ou dans leur service, avec les gestes, etc. Et là, on a plein d'indications sur le vécu. Bon, ça, c'est un truc trop théorique. Alors, attention. Parce que là, on est dans la subtilité de la parenthèse. On a distingué 3 types de dessins. Un dessin qu'on appelle de conscience, c'est-à-dire un dessin de conscience avec conscience entre parenthèses, c'est-à-dire un dessin qui est fait sans conscience. Et pourquoi ici ce dessin est fait sans conscience? Qu'est-ce que vous voyez dans ce dessin? Peut-être que vous ne le voyez pas suffisamment. Quand j'ai montré le dessin à la personne qui a fait le dessin, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois dans ce dessin? Bon, alors, je ne vois rien de spécial. J'ai dit, mais tu m'as dit que tu avais été blessé à la jambe. Ouais, et bien là, vous avez une jambe qui est plus courte que l'autre et un pied qui est à longueur. Oui. Et en fait, elle a fait le dessin sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que le dessin va être un moyen de se conscientiser, aussi. Le dessin est un moyen de conscientiser, le sujet va se conscientiser à travers le dessin. Pour autant que justement on passe de l'autoconfrontation. C'est ce que dit Jean-Philippe Lachaud, c'est pas moi, moi je ne suis pas neuro, mais Jean-Philippe Lachaud vient de sortir un bouquin extraordinaire qui s'appelle Dans le cerveau des champions, que je vous recommande. Et que dit Jean-Philippe Lachaud, qui est notre grand neuro, imagerie, etc. Que dit Jean-Philippe? Il dit, c'est le cerveau qui s'exprime directement à travers le geste traumatique. Les sportifs de haut niveau, ils voient se dessiner spontanément dans leur tête le petit arc que la balle va décrire jusqu'au point de retomber sur le sol. Ainsi, le cerveau dessine, parce qu'il a un scénario d'action, il dessine, il anticipe avant même le geste. Et c'est pas moi qui utilise le terme de dessin, vous voyez? Vous voyez cette phrase? Page 35. Deuxième point, le dessin de conscience. Le dessin de conscience avec le 2 entre parenthèses, c'est-à-dire le dessin qui va surprendre la conscience du corps propre. C'est-à-dire qu'on est conscient, mais on va être surpris. Alors je reprends le terme de surprise à Nathalie Deprat, qui avait refusé de préfacer le tome 1 de l'immersiologie.
On comprend pourquoi. Hein, parce que elle a une autre méthode. Elle part de la conscience pour aller vers le vivant. Nous, on fait l'inverse. On part du vivant, on va vers la conscience. Donc, pas de préface. C'est pas grave. C'est bien d'avoir des adversaires idéologiques. Parce que ça nous permet de nous démarquer. Et de dire quelle est l'originalité de ton travail. Qu'est-ce que tu fais vraiment, hein, sur quoi tu travailles. C'est comme si le dessin avait pris le pas sur la conscience. Et par exemple, ici, hein, on a un dessin de douleur, hein, avec des douleurs rouges très fortes, hein, des douleurs jaunes très fortes. Et par exemple, ici, hein, le dessin a permis à cette circassienne de discuter avec son entraîneur, hein, pour lui montrer, hein, les douleurs qu'elle avait à l'entraînement, hein, qui étaient invisibles. Parce que l'entraîneur, il ne voit pas les douleurs. Hein, l'entraîneur, il dit oui, bon, t'es pas en forme aujourd'hui, ça va aller, etc. Hein. Et puis, avec Juliette, Vincent, avec qui nous faisons une thèse sur le toucher en EPS, dans les cours d'EPS, vous savez qu'il est interdit de toucher les élèves. Hein. C'est très compliqué, hein, quand vous apprenez à faire un geste à un élève, hein, une parade par exemple, hein, mais dans la loi il est interdit que le prof touche l'élève, sinon harcèlement sexuel, etc. Donc très compliqué. Donc maintenant, en fait, nous on a dit ok, dans ce cas-là on va inventer une méthode qui permet de dire aux élèves que les élèves marquent les parties où ils voudraient être touchés ou pas être touchés. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, les élèves, ils ont des parties intouchables, qui souvent renvoient à la pudeur, mais aussi renvoient aux violences parfois que les élèves consomment. Et donc ça nous permet, hein, de dire finalement, je suis parfaitement conscient des zones que je ne voudrais pas qu'on touche dans mon corps. Hein, et donc je vais poser un certain nombre d'interdits du point de vue de la conscience. Et là, vous voyez qu'on va utiliser des silhouettes. Hein, c'est plus facile pour les élèves de 4e et de 5e. Hein. Enfin, je voudrais vous montrer un petit travail qu'on est en train de publier par Thomas Agnas, qui est un élève normalien, hein, à l'ENS de Rennes, qui est venu faire un stage chez moi, dans notre labo, et qui s'intéresse à ça. Ici, vous avez le vice-champion du monde. Alors ici, on a placé la caméra en 3e personne, hein, corps décrit, hein, extérieur. Et puis après, voilà, après, il a essayé de mettre la caméra un peu plus près pour saisir, vous voyez, pour saisir le mouvement. Et puis vous voyez, on lui a mis une GoPro, vous la voyez la GoPro sur le plastron. Et là c'est un peu difficile parce que la GoPro peut perturber l'expérience. Là vous voyez, on voit le mouvement d'ajustement des mains, vous voyez, c'est incroyable. Hein, le travail des mains en fait, pour tenir l'équilibre. Et puis on a mis une GoPro parce qu'on voulait voir le mouvement des pieds. Mais ça l'a un peu gêné parce que justement, il se sert du regard pour faire l'équilibre. Donc on a un peu raté l'expérimentation, mais vous voyez comment il regarde, vous voyez. Et donc, une fois qu'ils ont fait ça, une fois qu'on a fait les films, on leur a dit est-ce que tu pourrais me faire un dessin de comment toi tu te représentes le geste que tu as fait. Hein, c'est-à-dire que vous voyez la méthode. On a un film GoPro, on a un dessin et on a un verbatim. D'accord? Ce que j'ai jamais pu faire au CNAC. Hein, parce qu'au CNAC, comme j'avais pas les étudiants en même temps, j'ai jamais pu faire le film, le dessin, le verbatim. Avant de commencer le geste,
j'ai une représentation des sensations du ballon que je vais avoir. Avant de commencer le geste, j'ai une représentation. D'où vient cette représentation? Elle vient de l'habitus. Il sait recalibrer les sensations. Son cerveau est capable de reconnaître le toucher. Et ensuite, je compare par rapport à ce qui se passe dans l'action. J'ai aussi la même chose des représentations de sensations au niveau des bras. Je sais que ça va me peser un peu, mais je vais devoir faire l'effort, et que oui, je vais devoir tenir et être uniquement concentré. Si je ne suis pas du tout concentré, le ballon part et c'est sûr. Vous voyez la conscience? C'est-à-dire qu'il peut se focaliser sur la concentration, parce que le reste, il sait le faire techniquement. Il ne réfléchit pas, il fait le geste automatiquement. Il le fait 300, 400 fois dans la séquence. Nolan dit, justement, moi, tout est dans les mains et dans les épaules. Par exemple, au niveau des bras, au niveau du corps, on va dire que je ne contracte rien. J'essaie d'être le plus léger possible. Toute la sensation est vraiment dans les mains et dans les épaules. Dans les épaules, en fait. Il n'y a pas de contraction qui est faite. C'est vraiment juste l'ouverture. On la sent. On la maîtrise. Oui. Donc, Thomas est en train de passer l'agrégation. J'espère qu'il aura une bourse pour faire une thèse et qu'il viendra faire une thèse avec moi sur ce qu'on appelle le mouvement antigravitaire. Puisque là, on est sur un mouvement antigravitaire. Et donc, on sait que Nolan dit des choses incroyables. Il dit, pour moi, le ballon ne fait pas un avec mon corps. Je le vois quand même comme une partie distincte. Parce que j'essaie quand même de pouvoir faire des gestes avec. Des gestes que je veux faire et vont venir me déséquilibrer forcément. Vous voyez l'équilibre? Enfin, excuse-moi, l'équilibre. La dialectique que je disais tout à l'heure, entre le travail du schéma corporel, qui veut essayer d'équilibrer, et le travail de la conscience qui veut essayer de faire des choses avec le ballon. Il y a une tension permanente entre le corps vivant et le corps technique. Et vous voyez qu'il est capable de... Les légendes, c'est lui qui les a mises. Le poids ressenti, le regard, la gravité, les zones, le fait d'être parallèle au sol. Vous imaginez ce que ça suppose, la conscience d'être parallèle au sol. Et il y a des petits switches comme ça de temps en temps. Donc deux par exemple qui se font constamment, mais en fait ça change assez vite. Dès que tu commences à ne plus te focaliser sur le pied ou sur le ballon, et que tu commences à te reconcentrer sur le corps, du coup le ballon tu le délaisses un petit peu. Et c'est à ce moment-là que tu te remets en équilibre et le ballon repart. Et du coup c'est à ce moment-là que tu te rééquilibres avec le pied. Puis ça redécale un peu. C'est vraiment un va-et-vient permanent entre je gère mon corps, puis je gère le ballon. Je gère le ballon, je gère mon corps. Enfin, dernier, j'ai encore 5 minutes, madame la conférencière. Oui, madame la directrice de la conférence et de l'établissement, j'ai encore 5 minutes. Non, combien? Oui, franchement. Dis-moi. Il est 19h25, il y a encore 25, ça va, j'ai encore un. Après, parce qu'il faut que j'ai des questions. Il m'a dit qu'il fallait que j'ai des questions. Alors, on a une autre thèse aussi qui est super intéressante, qui est très dangereuse, parce que j'ai fait une thèse avec un ostéopathe. Donc vous verrez, c'est très dangereux de travailler avec des ostéopathes, parce que l'ostéopathie, c'est pas une médecine officielle, etc., etc. Bon, alors, quand Erwan Jaco est venu me voir, lui-même ostéopathe, travaillant dans des écoles de formation, j'ai dit, c'est simple, Erwan, on va maintenant travailler sur quelle est la perception que les ostéopathes ont du corps des patients. Et on va le comparer avec le schéma physiologique. Et on va le comparer avec la représentation que le patient a du toucher ostéopathique. Et c'est cet écart entre les trois qui va nous permettre de repenser la question de la formation. Donc voilà, et on essaie de travailler dans cette thèse pour voir quelle est la théorie que les ostéopathes se font du corps de leurs patients. Est-ce que cette théorie, elle correspond à une réalité physiologique ou est-ce qu'elle correspond à leurs croyances, à leur expérience tactile, aux écarts qu'il peut y avoir entre le corps vivant physiologique et le geste qu'ils vont mettre en œuvre. Est-ce que tout ça c'est très original? Est-ce que je suis encore un génie? Non. Il y avait un génie avant moi.
qui s'appelle Dürer. Qui s'appelle Dürer. Et ici, j'ai découvert, en épluchant la littérature, évidemment, que Dürer est certainement le premier à avoir fait un dessin de conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait comme dessin de conscience? Il écrit à son médecin une lettre dans laquelle il fait un dessin où il pointe sur le doigt, vous voyez, cette partie jaune. Il va mourir 6 mois plus tard, je vous rassure. Donc, il est dans une démarche que j'ai écrit un livre qui s'appelle l'autosanté, dans une démarche de médecine réflexive. Et Dürer, donc, s'adresse à son médecin et il dit, dans cette 3e semaine après Easter, j'ai contracté une fièvre haute, je me sens très faible et nauséeux. Avant, quand j'étais en Hollande, j'ai une étrange maladie qui est comme Hover, vous voyez, c'est ça l'immersion, comme Hover, qui est arrivée, comme Over Me, came over me, tel que je n'avais jamais, ressenti ça, et je suis tombé, je suis avec cette maladie, et je t'indique, Dürer écrit, je t'indique avec mon doigt la partie en jaune où j'ai mal. Donc ça fait partie de tout un travail que j'ai développé autour du médecin, de son corps, de l'autosanté, du malade encore vivant, etc., c'est-à-dire l'expertise. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons tous une expertise de notre corps. Nous serons susceptibles d'avoir un savoir expert. Ce n'est pas simplement le patient expert, c'est la capacité du sujet à pouvoir indiquer des choses. Alors certains vont vouloir aller vers l'automédication, mais nous on défend plutôt la thèse de l'autosanté. C'est-à-dire, comme le disait Michel Foucault, une médecine réflexive. C'est François Dagonier qui m'avait encouragé quand il avait préfacé Médecin de soi, qui m'avait dit il faut que tu creuses cette question-là parce que c'est important la manière dont le sujet pose un diagnostic. Bon, il me reste quelques moments, donc vous voyez que tout ça n'est pas nouveau. Depuis, alors ça peut-être ça pourrait faire l'objet de la communication au Congrès, depuis l'article de Palmer, donc 1949, je me suis trompé sur la date de 1949, on fait des dessins dans la médecine. On demande aux patients de dessiner. On demande aux patients de dessiner essentiellement sur des silhouettes. Je vais vous montrer le schéma de Palmer. Voilà. Vous voyez en 1949, mon doctorant, Erwan Jaco, a retrouvé au fin fond d'une revue australienne l'article Princeps. Je peux vous dire qu'on a galéré pour le trouver. Et déjà, il proposait une cotation. Et surtout, il faisait parler le patient, c'est-à-dire que le patient venait cocher, vous voyez, il venait cocher le dessin, et il le faisait parler. Et là, c'est hallucinant, je vais caricaturer, c'est du style docteur, j'ai mal à la tête. Je caricature, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, le patient a de mauvaises indications. Il n'a pas de connaissance anatomique de son corps, il a des croyances. Il croit que son cœur est là. Non, oui, il est là. Oui. Il croit que son cœur est là. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de comparer la représentation, la théorie que le patient se fait de son corps avec la réalité anatomique et le dessin que lui va en donner. Et ce que dit Palmer, c'est qu'il y a des écarts. Et que tout le problème du diagnostic, c'est de faire comprendre au patient que sa théorie est fausse et de lui redonner une bonne connaissance de son corps. Et là, c'est pas gagné. Alors, bon, j'ai des aspects sur l'histoire. Voilà, il y a plein de techniques dans l'histoire de la médecine qui expliquent comment on a dessiné sur le corps. Il y a même la technique de Rudolf Cerny, que tu dois connaître, qui s'appelle l'autodermographie, où en fait le patient dessinait sur son propre corps la zone douloureuse, avec un stylo, qu'il indiquait sur son propre corps. Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait des choses, on fait du Digital Body Mapping Paint. Alors, dans un projet d'ANR, j'ai eu le bonheur de découvrir qu'après une présentation de ce type de conférence, il va y avoir une application qui est en train d'être créée, dans laquelle on va demander aux gens de dessiner leur propre dessin de conscience sur l'application. Il y a des gens qui bossent là en ce moment pour nous faire ça. Et ça va être géant. Et on va avoir les datas directes. C'est-à-dire qu'on va récupérer les dessins et comment la personne se représente son corps dans la vie. Tout ça grâce à ces nouvelles techniques de body mapping qui permettent d'avoir des surfaces interactives dans les applications, de pouvoir colorer, de pouvoir numéroter, de pouvoir légender, etc. Voilà. Et donc vous avez bien évidemment comparé aux images de la médecine actuelle, c'est-à-dire où vous allez pouvoir, grâce au jeu de couleurs, montrer les inflammations. Vous allez pouvoir comparer avec... Je termine pour vous montrer la beauté des dessins des circassiens. J'ai encore 5 minutes. Vous voyez qu'ici, j'ai demandé à une fidélériste de me montrer où passer le fil sur son pied. Ben, je peux vous dire qu'elle est capable de vous dire exactement où passe son fil sur le trait, sur le pied. Elle fait le dessin. Elle est même prête à vous montrer en rouge les parties les plus sensibles. Où est-ce qu'il y a un croisement de l'information? C'est-à-dire qu'ils ont une expertise colossale sur comment ça fonctionne. Cette expertise est totalement invisible. Personne ne s'en soucie. Je veux dire, j'ai discuté au moment des JO avec la préparateur de l'équipe de France de gymnastique. Ils ont des machines, ils mettent des capteurs, mais ça ne renvoie pas à la perception que le sujet a de son corps. Et donc il me dit, tu vois, les dessins c'est pas mal parce que c'est un complément de la data. On a la perception subjective. Et c'est très important pour nous de voir comment lui, il vit la pluie par rapport à la réalité de la pluie. Oui. Bon, je vois sur un Byron ne m'a toujours pas appelé pour être ministre des Sports, de la recherche. Donc, j'ai donné mon téléphone à Céline, on ne sait jamais, peut-être. Je plaisante. Autre point intéressant, on a travaillé sur la chronogenèse. C'est-à-dire que ce qui nous a intéressé, c'est de demander aux circassiens de me raconter l'histoire de l'apprentissage d'un geste. Quand est-ce qu'ils ont découvert le geste la première fois? Et là, vous voyez que c'est des écarts de 2 ou 3 ans avant de réussir le geste. Vous voyez, avec des courbes, ils échouent, ils recommencent, c'est stabilisé, ils repèrent l'apprentissage. Les circassiens me demandent, ouais Bernard, je ne comprends pas, j'ai réussi hier, ça fait 2 jours que j'échoue, pourquoi? Est-ce que tu as une explication? Et ouais, bien sûr, j'ai expliqué ça, j'avais aucune explication. On sait que le cerveau a besoin de temps de stabiliser l'apprentissage, etc. Mais, vous voyez ces courbes, voilà, crac, là ça s'effondre, je recommence, là je l'ai réussi, crac, là je retombe, etc. Donc ça c'est super intéressant parce que ça permet aussi de montrer que c'est des gestes extrêmement complexes. Il faut 2-3 ans pour arriver à maîtriser quelque chose. L'espace arrière. L'espace arrière. Contrairement à ce qu'on pense, les circassiens, ils ont conscience de l'espace arrière. C'est ce que Zidane appelle la passe aveugle. C'est-à-dire qu'ils ont une conscience de l'espace alors qu'ils ne le voient pas. Ils se servent de cet espace arrière pour pouvoir se déplacer dans l'espace global. C'est-à-dire qu'en réalité, l'espace que vous voyez, qu'on va voir dans le spectacle, c'est l'espace devant. Mais en fait, eux, dans leur tête, ils ont la globalité de l'espace. Et quand on leur demande de le dessiner, ils le dessinent. Oui. Les traces sensorielles. Par exemple, ici, j'ai interrogé quelqu'un qui lance des balles. Il lance des balles en l'air. D'accord, c'est un jongleur. Eh bien, il est capable de vous faire un dessin avec le lieu exact où la balle tombe, le point très précis où la balle tombe, comment il sait
constituer une culture tactile, hein, avec la force de la balle, etc. Ici, l'autre en vert, je voulais mettre en couverture, on a hésité, c'est l'appui sur le sol. Oui, l'appui sur le sol, par exemple, du circassien. Voilà, je termine. Aussi beaucoup de réflexions pour reprendre le travail de Sloterdijk sur les bulles et les enveloppes. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons, hein, et les sociologues l'avaient bien montré, nous avons des bulles protectrices, hein, qui permettent de différencier la proxémie de la distance, de l'intimité, etc. Et les circassiens utilisent beaucoup ça, hein, pour ne pas être atteints, hein, dans leur intimité. Ils vont construire des cuirasses, hein, ils vont construire des carapaces, des enveloppes, des bulles, hein, qu'ils appellent bulles d'énergie ou qu'ils appellent des carapaces. Il y a aussi le corps qui brûle, hein, c'est-à-dire beaucoup de dessins parlent des brûlures du corps. Hein, le corps qui brûle, les inflammations, les blessures, hein, beaucoup de choses qui reviennent là-dessus. Le dessin, c'est aussi ce qui permet l'interoception. Hein, qui permet de prendre conscience de soi. Hein, c'est un mode d'objectivation. C'est mieux que la GoPro, parce que la GoPro, elle montre les mouvements, que d'abord le sujet ne voit pas. Là, c'est le dessin du sujet qui ne sait pas qu'il est en train de dessiner quelque chose qu'il n'a pas vu. Voilà, c'est ma dernière question. Et aussi, on a travaillé sur l'apprentissage sensoriel, c'est-à-dire qu'en fait, émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent par tous les états. Quand ils apprennent un mouvement, ils passent par la joie, par la peine, par la dépression, par la tristesse, par la colère, etc. Et là, par exemple, c'est une cartographie, hein, des différents états. Ici, nous avons, j'arrive pas à le lire, la colère, la tristesse, la joie, la peur. Ouais. Donc, en fait, ils passent par tous ces états qui ne sont pas du tout, personne n'en parle. Moi, au CNAC, on m'a dit, Bernard, toi, tu es un intellectuel, hein, tu ne t'occupes pas de l'entraînement. Voilà. Mais moi, je dis, c'est fondamental. Je dis que si vous ne faites pas parler des émotions, hein, aux gens qui sont en situation d'apprentissage, vous ne comprenez rien à leur apprentissage. Il y a des gens qui ont peur. Et il faut, voilà, c'est important la peur, à gérer, à dire, à exprimer, à modéliser, etc. Mais on ne va pas forcément, ce qu'elle dit, hein, à la corde. Quand vous êtes à la corde, ben, je peux vous dire que tu réfléchis, hein, le risque est maximum. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est moins intéressant que le colloque, hein, Picasso. Mais voilà, c'est des gens qui ont des choses à dire, hein, sur comment leur corps fonctionne. Voilà, merci. Merci Bernard. Beaucoup ne seront pas étonnés que j'ai personnellement adoré la conférence. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais peut-être en poser une première. Alors, c'est une affreuse cérébrocentriste qui pose la question. Mais je me suis demandé du cirque à la santé, est-ce que finalement, il n'y aurait pas quelque chose à faire par rapport à l'interoception dans la santé mentale et la représentation du corps dans la santé mentale? Alors, ça m'a frappé. Non, mais, les ateliers de dessin et de création en psychiatrie sont extrêmement importants. Oui. Je veux dire, ils ont toujours existé. Ah oui, oui. Donc, si tu veux, le fait de se servir, je n'ai pas montré les tests psychologiques et psychiatriques, qui sont dans mon exposé peut-être pour le mois quand je viendrai. Mais les psychiatres, les psychanalystes, les psychologues se sont emparés des dessins comme aussi un moyen de gérer la question de la santé mentale, de la représentation de l'image du corps. Donc, l'art-thérapie, voilà, on a un master d'art-thérapie, travaille essentiellement sur ça, se sert du dessin aussi dans une version thérapeutique. Puis plus personnellement, la dernière slide sur les émotions, je l'ai trouvée très importante. Oui. Parce qu'effectivement, on peut se mettre à pleurer parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, on peut être en colère contre soi. Enfin, j'ai trouvé cette
cet apport et cette réflexion extrêmement importante sur le lien entre corps, geste, apprentissage et émotion. Tout à fait. Et ce sont des parties qui sont pas toujours explicites, et qui font partie de l'apprentissage. Totalement. Et on n'en parle pas assez. Là, je faisais des cours entiers sur les émotions, et c'est après avoir fait le cours qu'ils font ce genre de dessin. Alors, ils mettent des pourcentages, tu vois. Ils disent, voilà, j'ai 35% de tel type d'émotion, 50% je manque de confiance. Beaucoup, c'est fascinant. Ouais. Alors, la parole est à la salle. Alors, Oui, merci pour cet exposé. Alors, si j'ai bien compris, bien sûr, si j'ai bien compris que vous faites une différence entre ce que vous appelez le corps vivant, bien, et le corps vécu, qui est culturel. Donc, c'est bien cela. Bon, et l'idée, c'est que ce corps culturel qui est acquis voile en quelque sorte le corps vivant. Ouais. Et on trouve ça, effectivement, je dirais, regrettable. C'est en gros, si je comprends bien. On ne peut pas faire autrement, de toute façon. Pardon? On ne peut pas faire autrement, le processus culturel. Oui, mais alors, dans ce cas, c'est regrettable, puisqu'effectivement, cela peut gêner, cacher parfois, effectivement, de véritables mots, etc. Quel type d'éducation préconisez-vous pour, effectivement, pouvoir faire en sorte que le corps qui est vécu soit conforme au corps vivant? Voilà. Si c'est possible. Voilà. Alors, déjà, il ne sera jamais conforme. Voilà. Moi, j'ai fait mon master sur Kant. Donc, ça a foutu la vie en l'air. Quand tu lis Kant, moi j'ai fait mon master sur la causalité, je te rassure Céline, il est inédit encore, qui s'appelle la causalité dans les trois critiques. Quand tu lis Kant, tu comprends tout de suite que de toute façon, on est toujours dans le phénomène. Et que donc tu ne pourras jamais réduire le phénomène, le vécu, le vivant. Et qu'il y aura toujours la perception, il y aura toujours la conscience, il y aura toujours... Voilà. Donc, les techniques qui sont utilisées, c'est soit tu abaisses le niveau de conscience. Par exemple, Céline me racontait les soirées LSD qu'elle fait à l'UCLA, etc. Je plaisante. Mais Céline travaille par exemple sur les hallucinations, le LSD qui était fait en psychiatrie dans les années 50. Je vous rappelle qu'à Harvard, on distribuait du LSD dans les années 50. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait les techniques pour abaisser le seuil de conscience. En première technique, tu peux abaisser le seuil de conscience. Soit par le karaté, le yoga, la drogue, etc. C'est-à-dire la transe. Hein, voilà. Ça faisait colloque, abaisser le seuil de conscience, et à ce moment-là, il y a un contact. Rimbaud, voilà, etc. L'absence de sommeil. Voilà, Michaud, etc. Bon, tous ces gens-là, ils ont cherché à abaisser le seuil de conscience. Vraiment, tu abaisses le seuil de conscience, tu as un contact plus favorable avec le vivant, parce que tu es plus à l'écoute du vivant. Voilà. Bon, pour autant, ça passe toujours derrière des filtres. La perception, la culture, les valeurs, les règles, le genre, etc. Donc, il y a tout un travail de déconstruction. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle La peur de l'orgasme. Et mes collègues sont venus me voir en disant enfin un livre autobiographique Bernard. Voilà. Mais qu'est-ce que je raconte dans le livre? Je raconte que, c'est pas moi, c'est quand j'étais allé au Max Planck pour faire mon ingénieur, et je lisais toute la littérature qui disait qu'on a construit la peur de l'orgasme, voilà, en interdisant aux gens d'avoir du plaisir, etc. Bon. Et quelle est l'éducation qui a abouti à ça? Eh bien, c'est la libération, c'est Reich, c'est le mouvement queer, etc. C'est-à-dire des gens qui vont au contraire exalter cette recherche-là. Mais pour exalter cette recherche-là, tu es obligé d'abaisser les seuils de la morale, du comportement, de la valeur, du contact, etc. C'est-à-dire que tu fais des expériences qui ne sont pas, entre guillemets, enfin, qui relèvent d'une autre culture, voilà, qui ne sont pas valorisées dans la culture qui, elle, disait qu'il faut avoir peur justement de ça. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'apprendre de son corps. C'est-à-dire que nous proposons une méthodologie qui consiste à observer comment fonctionne son corps, prendre conscience de comment son corps fonctionne, voir comment je peux orienter ça vers des automatismes, des habitudes, etc. Et pour bien délimiter ce qui viendrait du corps vivant, de ce qui a été éduqué par la technique
et surtout de ce que toi tu peux agir consciemment. Et ça, tu peux le faire par un travail, voilà, utilisant nos téléphones portables, utilisant le GoPro, utilisant les données pour s'apercevoir, par exemple, l'autre jour je suis allé voir mon kiné parce qu'avec mon genou, je recommençais à boiter, il m'a fait sortir sur le trottoir, il m'a dit marche là, marche 15 mètres. Il m'a dit voilà, je t'expliquais, tu poses pas le pied. C'est-à-dire que moi-même, qui viens de te faire cet exposé-là, je ne me rends même pas compte de comment je marche. Tu t'imagines? Je reproduis une typologie de la marche qui n'a rien à voir. Il m'a dit tu n'as rien, le genou va très bien, etc. Tu as peur. Tu as peur. Voilà. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies trop sur l'autre jambe et tu ne fais pas ton geste en entier. Voilà. Bon, donc tu vois, c'est un problème de structure, c'est-à-dire que la conscience t'empêche. Voilà. Alors qu'en réalité, si j'avais un contact plus favorable, si je faisais des exercices, etc., je pourrais faire attention davantage. C'est des exercices. Dans la culture orientale, moi je vais souvent au Japon, la première fois que je suis allé voir mon collègue au Japon, d'abord il m'a reçu en tenue traditionnelle chez lui, après on est sorti, on est allé dans la forêt, faire des exercices, voilà, et après il a fait des prières au temple local dans la forêt. Bon, et là mon fils me dit, bon, quand est-ce qu'on rentre à l'hôtel? C'est à flipper. Bon, j'ai dit, mais regarde bien ce qui est en train de se passer. Voilà quelqu'un qui prend le temps de respirer, d'aller au contact de la nature, de parler aux arbres, voilà. Je veux dire que c'est à travers des expériences écologiques, des expériences sensorielles, des expériences de contact, d'apprentissage. Voilà. Enfin, je veux dire, regarde le débat que nous avons sur l'éducation sexuelle à l'école. Sérieusement, il y a encore des associations qui protestent parce qu'on donnerait une éducation sexuelle à l'école. Et je veux dire, attends, les gens apprennent la sexualité où? Dans la pornographie, dans les images, non médiatisées. Donc je veux dire, à partir de là, il n'y a pas d'éducation sexuelle, il n'y a pas d'éducation corporelle, il y a peut-être une éducation physique. Je peux te dire que je suis bien placé pour savoir que le gouvernement vient de supprimer les collèges où on faisait 5 heures d'éducation physique parce que ça coûte trop cher. Conclusion, on est redescendu à 2 heures par semaine. Donc on fait 2 heures d'éducation physique en France, alors qu'en Allemagne, on s'arrête de travailler à 15 heures. Non mais tu vois, donc je veux dire, en Allemagne, tu as une culture du corps, tu as une culture du plein air, tu as une culture de... Voilà. Donc on a un problème. On a un problème. Ils vous ont pas appelé Je présente. D'autres questions? On a encore un tout petit peu de temps. Élodie, peut-être? Madame, vous avez une question? Alors c'est tout bête, mais c'était une question par rapport à la bulle qui englobe les... La bulle? Oui, les bulles. Enfin, j'ai pas très bien compris, j'aimerais bien peut-être plus de développement là-dessus. Qu'est-ce qu'ils essaient? Oui, j'ai été très rapide, excusez-moi. Je réexplique. En fait, dans la sociologie d'Edward Hall, là, je vous recommande d'acheter la dimension cachée. C'est un petit livre d'Edward Hall qui est très bien. Edward Hall, c'est Edward, ça s'appelle, vous savez? Oui, Edward Hall, qui s'appelle La dimension cachée. C'est en poche, pas cher, je l'aurai pour 3,60 €. Et donc, il expliquait ce qu'il appelle la proximité. Par exemple, si je m'approche de vous, excusez-moi, c'est un TP. Voilà. Si je m'approche de vous voyez, là, on a une distance sociale. Si je m'approche un peu trop, vous voyez, là, il commence à flipper. Là, il est en train de franchir. Et pourtant, il n'y a pas de bulle. Enfin, il n'y a pas de frontière. Je peux, regarde, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Hein? Et là, jamais. Donc, c'est ça qui est exprimé dans ce dessin. Hein? C'est-à-dire que dans ce dessin, vous voyez, il y a le corps, il y a le premier corps, et après, elle va se construire une bulle protectrice. Elle appelle ça une bulle d'énergie autour de mon corps qui s'amplifie et se réduit en fonction de la fatigue. Hein? Elle dit mon exposition au monde extérieur.
regardez, c'est votre position. Vous voyez? Vous avez, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc voilà, c'est le langage du corps, ça sert à ça. Le langage du corps, ça sert à se concentrer sur sa position et puis à dire attention, moi je te mets loin parce que. Voilà. Et donc, Stanley explique ça. Et donc, ce que dit Peter, hein, Sloterdijk, je ne vous recommande pas de le lire tout de suite parce qu'il faut s'accrocher pour lire Sloterdijk. C'est très métaphorique, hein, c'est très. etc. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on se crée des sphères, on se crée des bulles hein, pour empêcher les gens de pénétrer trop dans notre intimité à cause de l'intégrité corporelle. Voilà. Et alors, l'autre solution, hein, au niveau émotionnel, vous voyez, c'est qu'elle a montré qu'il y avait plusieurs couches émotionnelles dans son corps. Hein, et que donc, par exemple, elle utilisait, on l'a tous ça, tu vois, parfois je me mets en colère, donc je vois que si tu veux, voilà, je suis débordé par l'émotion, je m'énerve, hein, pour faire instant. Donc, en fait, elle a repéré qu'elle avait plusieurs couches émotionnelles et que donc elle était capable hein, de pouvoir incarner ces couches différemment. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc c'est normal, c'est parce que en fait, le corps physique, ce n'est pas toute la dimension, c'est pas l'espace corporel. Hein, le corps physique, bien sûr, on a l'impression que le corps physique, c'est l'espace corporel, mais en réalité, autour de nous, il y a un espace qui est plus ou moins contrôlé. Et les circassiens, par exemple, ils voient l'espace arrière. Merde, pardon. Excusez-moi, je m'exprime vulgairement. Mais ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est qu'ils voient l'espace arrière. Tu vois. Ils sont capables de voir ce qui se passe derrière eux. C'est-à-dire qu'ils voient l'espace. D'ailleurs, je fais le test tous les jours dans la rue, hein, à Paris. C'est-à-dire que les gens ne te voient pas. Ils font semblant de ne pas te voir. Alors souvent, tu vois, je leur rentre dedans. Je dis, non, parce que les étudiants me disent, ouais, on ne sait pas quoi faire comme mémoire, on n'a pas d'idée. Je dis, bon, tu viens avec moi, on va marcher dans la rue, et là tu vas voir tout de suite le mémoire. Voilà. Les gens, à Paris, ils marchent, peut-être pas mais ils marchent comme si tu n'existais pas. Comme si tu n'existais pas. C'est-à-dire que si tu veux, ils te frôlent. Voilà. Alors moi, tu sais, comme je suis un peu vieux, je boite, tu vois, je fais le mec, tu vois, qui... Voilà, ça marche très bien. Là, tu vois tout de suite que le gars... Tu vas t'excuser. Mais plus cas, tu es pénétré dans quelque chose qui est un espace qui est invisible, mais qui est là, qui est présent. Mais il me semble que l'une des thèses de Hall, c'était que cet espace invisible varie culturellement. Ah oui, exactement. Par exemple, au Japon, quand tu vas au Japon, tu ne peux pas pénétrer l'espace. Tu es là, je vais te le faire, hein, techniquement. Ils l'ont construit. Je vais t'offrir ma carte de visite. Hein. Et là, c'est la grosse galère au Japon. Hein. Au Japon, quand tu tends la carte de visite, tu fais comme ça. Alors tu dis pas, alors ça va, tu vas bien. Non, tu es à 3 mètres. Et donc, il y a un respect de la distanciation qui fait que c'est complètement différent. Moi, comme tu vois, je suis du sud-ouest. Hein. Au sud-ouest, si je fais ça, le gars, il vient me taper sur l'épaule. À Toulouse, tu vois. Je veux dire, donc, il y a l'aspect culturel, l'aspect... voilà. La proxénie construit culturellement aussi, alors. Hein? La proxénie construit culturellement. Exactement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le corps vécu, si tu veux, il est issu des techniques que tu as. Plus tu incorpores les techniques, plus tu vas le faire automatiquement, sans t'en rendre compte. Là, j'ai un ami japonais qui est là. L'autre jour, je me suis surpris à l'embrasser. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Alors là, il était complètement surpris, quoi. Demain, je vais voir mon collègue brésilien. Il s'en va dans 5 jours. Lui, il va m'embrasser, Bernard, Cristiano, etc. C'est des codes. C'est des codes que tu transportes avec toi.
Alors, il faut s'arrêter parce que Après, l'organisatrice... maintenant, mais après, il y a le spectacle. Voilà, on va aller voir le spectacle aussi. Merci Bernard. Et puis, tous les étudiants qui sont ici savent que je leur redirai à peu près 1500 fois que tu seras là au mois de mai. Donc, voilà. J'espère, je vais postuler, je vais voir si ma communication va être retenue. Hein, parce que ça devrait aller. Ça rigole pas.